Au début du 19e siècle, c'est toujours la guerre en Europe entre la France et l'Angleterre. C'est Napoléon qui a des idées de conquête et il va donc essayer de s'emparer du plus grand nombre de pays. Dans la colonie ici, au Bas-Canada, il va y avoir une nouvelle manifestation de la tension entre francophones et anglophones. Parce que plusieurs craignent que les Canadiens montrent un peu trop ouvertement de la sympathie pour Napoléon. Les Canadiens trouvent dans les gazettes de Montréal et de Québec des descriptions détaillées des grandes batailles menées par Napoléon Bonaparte. Celle des pyramides en Égypte en 1798, une victoire assombrie par la destruction de la flotte française à Aboukir. Nouvelle victoire à Marengo en Italie en 1800. Les soldats de Napoléon avaient vaincu les Turcs en Syrie après la campagne d'Égypte. Plus tard, ce sera la campagne de Russie qui sera catastrophique pour les Français. Ces batailles qui émerveillent le monde ont lieu avant que Napoléon soit sacré empereur des Français. La Révolution française aura accouché d'un dictateur et fera quelques fanatiques au Québec. Déjà au tout début du 19e siècle, il va y avoir des agitateurs français qui, croit-on, seraient venus à Montréal pour essayer de convaincre la population de faire cause commune avec la France, de se soulever contre l'Angleterre. Il y aura en 1803 à Montréal des incendies mystérieux, qu'on croit criminels. Un seul incendie détruit une quinzaine de maisons, la prison, l'église des Jésuites, l'église protestante, le collège des Sulpiciens. Au nom de quelles idées? En 1805, au mois de mars, au début du mois de mars, il y a 12 citoyens réunis à Saint-Constant qui décident d'envoyer une pétition à Napoléon pour lui demander de venir les libérer de l'emprise anglaise. Nous avions projeté, sire, de secouer le joug des Anglais. Nous attendions des fusils pour nous armer et frapper un coup sûr. Mais notre espoir a été trompé. La surveillance des milords, des lords et des salariés de tout genre échouerait contre notre réunion et nos efforts sous un bon général français pénétré de ses devoirs et guidé par l'honneur. En 1799, Napoléon s'empare du pouvoir par un coup d'État. En 1804, il oblige le pape à le sacrer empereur. Il est fort probable que Napoléon n'ait jamais pris connaissance du texte de la pétition des gens de Saint-Constant. Les Canadiens, dans leur ensemble, vont demeurer très fidèles à l'Angleterre. La fondation de 2 journaux va cependant jeter un peu d'huile sur le feu. En 1806, des marchands anglais de Québec mettent sur pied un nouveau journal, de Québec Mercury. Et dès le début de sa parution, ce journal-là se lance à des attaques de fond contre les Canadiens. Cette province est déjà une province trop française pour une colonie britannique. Mon grief est contre le résultat inévitable du développement inutile de la langue française. Les Canadiens ne peuvent pas répondre. Ils n'ont pas, eux, leur propre journal. Mais l'année suivante, Des gens de Québec, des francophones, lancent le Canadien, un journal qui va leur permettre de riposter. on peut lire dans le Mercury sous le pseudonyme d'Anglicanus un texte vraiment choquant. Après 47 ans de possession du Québec, il est temps que cette province soit anglaise. Le journal Le Canadien va riposter à son tour et il va faire valoir que les droits des Canadiens leur ont quand même été accordés par le Parlement britannique. Mais ce ne sont pas tous les Anglais, tous les Écossais qui ont comme ça une attitude un peu agressive face aux francophones. Mais le gouverneur, James Craig, un militaire, digère mal, lui, les attaques du journal Le Canadien contre le gouvernement. Il décide en 1810 de faire arrêter les propriétaires du journal et les journalistes, de faire saisir les presses et de jeter en prison quelques pressiers. La principale conséquence des guerres en Europe, c'est le blocus continental. En 1805, Napoléon décide d'interdire à tout pays de fournir du bois à l'Angleterre, du bois nécessaire pour construire les navires. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Angleterre. Les Américains ne supportent pas que les Anglais se permettent de fouiller leurs navires à la recherche de marins déserteurs. Il y aura des combats, mais la plupart auront lieu dans le Haut-Canada. Les combats commencent dans la région des Grands Lacs, où les Anglais ont une forte supériorité navale. Les soldats anglais, aidés de 600 Amérindiens, commandés par le chef Shani Tecumseh, s'emparent facilement du poste de Détroit. Le chef Tecumseh sera tué dans la bataille. À leur tour, les Américains envahissent le territoire du Haut-Canada et un des affrontements les plus sanglants de la guerre a lieu à Queenston Heights. Il y aura d'autres affrontements. Au Bas-Canada, un seul assaut important, celui de Châteauguay.
Charles Michel Irumberi de Salaberry lève un corps de volontaires, les voltigeurs canadiens, contre les Américains à Châteauguay. Au mois d'octobre 1813, ils affrontent une armée américaine de 3000 hommes marchant sur Montréal. Le combat dure 4 heures et se termine par la victoire des voltigeurs. L'Angleterre décrète un blocus maritime contre la France. Napoléon riposte en imposant un blocus continental sur tout le commerce de l'Angleterre avec le continent européen. L'Angleterre ne pourra plus s'approvisionner dans la région baltique pour le bois d'œuvre nécessaire à la construction de ses navires. Elle se tournera donc vers ses colonies de l'Amérique du Nord. Le coureur de bois devient un bûcheron. L'automne, on va partir pour les camps, pour les chantiers. On va revenir au printemps, juste à temps pour les semences. Et ce sera la création d'un nouveau métier. Il va y avoir nécessairement le bûcheron, il y aura aussi le rafman, celui qui va diriger les trains de bois. Ces trains de bois sont formés de radeaux qui transportent le bois dont l'Angleterre se sert pour construire ses navires. Ces trains feront le voyage de la vallée de l'Outaouais jusqu'à Québec en descendant le courant. Pour faire des radeaux, on attache ensemble des grosses billes de bois équarries où on installe un campement pour vivre le temps du voyage, qui peut durer 2 mois. Chaque année, le promoteur de ce système de transport, Philémon Wright, lance vers Québec une dizaine de ces trains. Les trains de bois utilisaient des voiles pour accélérer leur vitesse de déplacement. À la hauteur de Cap-Santé, ils s'arrêtaient pour attendre la marée descendante. Un des plus célèbres rafman, ce sera Joe Montferrand. Joe Montferrand, né en 1802. C'est un type qui mesure 6 pieds 4, il a les cheveux blonds et il a les yeux bleus. Ça va donner le modèle des rafman. Célèbre à cause de ses batailles, c'était surtout un batailleur d'élection, un boulet de comté, comme on disait alors, qui se plaisait à imprimer le talon de ses bottes sur le plafond des auberges et des tavernes. Un jour, sur le pont reliant Bytown, Ottawa, à Hull, il eut, selon la légende, à affronter seul un groupe d'une centaine d'Irlandais qu'il mit tous knock-out. Au début du 19e siècle, il se produit un changement extrêmement important dans le domaine de l'économie. La fourrure va perdre de son importance et le bois devient matière première. Bref, le bois supplante son ami le castor. Pour équarrir les pièces de bois, pin rouge des régions du Saint-Maurice, du Saguenay et de Rimouski, chêne de l'Outaouais, érable, frêne, merisier, orme et noyer, on construit des moulins à scie utilisant l'eau comme force motrice. Si la construction navale subit un ralentissement au cours de la guerre, le tout va reprendre rapidement, surtout avec les années 1820. Pour la seule ville de Québec, pour les seuls chantiers de construction de Québec, il y aura 3300 ouvriers qui gagneront leur vie avec la construction des bateaux. Il n'y a pas seulement qu'à Québec qu'on construit des navires. On a construit aussi à Lévis, à l'île d'Orléans, à l'île Verte, à Trois-Pistoles, à Matane, à Rivière-du-Loup. Et bon nombre de constructeurs de navires sont des Britanniques, en particulier des Écossais. Les grands chantiers de construction navale, surtout ceux de Québec, demandent une expertise à toute épreuve et surtout des capitaux importants. Ces capitaux-là, on va les chercher en Angleterre. Et ce sont les Anglais, les Écossais qui sont peut-être les mieux placés pour faire ces transactions-là. C'était des gens qui étaient souvent envoyés par une maison dans leur
leur père était actif en Angleterre ou en Écosse, c'est-à-dire c'était une sorte d'entreprise familiale. Et en plus, ils avaient un réseau avec l'administration britannique et surtout, ils avaient accès au capital. Les constructeurs de navires importants sont les Alexander Moon, William Price, John Muir, Henry Osborne, Robert Ritchie, etc. Le premier navire à vapeur a assuré la liaison Montréal-Québec et l'accommodation, bâtie par John Molson. Le voyage inaugural a lieu au tout début du mois de novembre 1809. Il part de Montréal le 1er novembre et il arrive à Québec le 4 à 8 heures du matin. Plusieurs navires resteront longtemps à voile et à vapeur. Entre Québec et Lévis, Montréal et Longueuil, les traversiers aussi utiliseront vite la vapeur. La plupart de ces navires sont la propriété de capitalistes britanniques. Ce n'est qu'en 1832 que des Canadiens réussissent à construire leur propre navire, le Patriote canadien. Dans la Minerve, on peut lire une lettre d'un lecteur de la Rive-Sud à ce sujet. J'apprends que plusieurs messieurs canadiens se proposent d'établir une autre société pour bâtir une ou plusieurs barques à vapeur qui voyageront de Montréal à Québec. Cet esprit d'entreprise leur fait honneur. D'ailleurs, cette société aura encore, je l'espère, l'effet de réduire les prix jusqu'ici trop élevés. Même si des navires de faible tonnage peuvent remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal, les transatlantiques ne peuvent pas le faire parce qu'à certains endroits, il n'y a pas assez d'eau. Il faudra attendre les années 1840 pour qu'on creuse un chenal, ce qui va permettre aux navires transatlantiques de remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal. À partir de ce moment-là, assez rapidement, le port de Montréal va finir par supplanter celui de Québec. Pour élargir les réseaux de navigation intérieure, on commence à construire des canaux. Dans les années 1780, on construit un canal dans la région de Beauharnois pour éviter les rapides de Soulanges sur le fleuve Saint-Laurent. Entre 1821 et 1825, on construit le canal de la Chine, ce qui permet d'éviter les rapides du même nom. C'est seulement en 1836 que dans la vallée du Saint-Laurent, on commence à avoir des chemins de fer. Le premier chemin de fer relie La Prairie à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est le Champlain and St. Lawrence Railway Company. Peter McGill est à l'origine du projet. Il en est aussi le principal financier. L'inauguration a lieu en juillet 1836. Ce premier chemin de fer est en réalité un chemin de bois, car la locomotive roule sur des rails en bois et c'est pourquoi il ne fonctionne que l'été. En 1840, on prolonge le chemin de fer jusqu'à la frontière américaine. Il y a aussi d'autres routes de terre qui relient Montréal à Toronto ou à Hull, mais l'état des chemins laisse à désirer, car leur entretien est laissé entre les mains de ceux qui vivent le long de ces routes-là. Un système de diligence reliant Québec et Boston existe déjà. Le voyage prend 4 jours et demi. Jusqu'en 1818, les rues de Québec et de Montréal ne sont pas éclairées la nuit. Personne n'est chargé de veiller sur la population. En 1818, le Parlement du Bas-Canada adopte une loi créant le métier de watchman, c'est-à-dire des hommes qui, chaque nuit, doivent allumer et entretenir le feu des réverbères. Munis d'un bâton, d'une lanterne et d'un tric-trac, ils veillent à l'éclairage des rues et à la protection de la population. L'amélioration des moyens de transport amène une multiplication d'endroits où loger, des auberges, des hôtels. À Montréal, l'Italien Francesco Rasco construit un hôtel considéré comme le plus moderne en Amérique du Nord. Il devient l'hôtelier le plus important de Montréal. C'est chez lui que logera le grand romancier anglais Charles Dickens. Les problèmes du transport interurbain concernent surtout les gens bien nantis. Les ouvriers et les gens des campagnes s'en remettent toujours aux moyens d'antan. La carriole, la calèche ou une petite voiture tirée par un cheval.
Entre le mois de mai et le mois de novembre, les relations entre Québec et Montréal sont beaucoup plus faciles car la navigation sur le fleuve est ouverte. La révolution industrielle s'annonce et le capitalisme maintenant peut faire son apparition. En 1817, c'est la fondation de la Banque de Montréal, une banque dont les capitaux sont exclusivement d'origine anglaise. C'est elle qui va financer en bonne partie la construction des canaux. Et à partir de 1837, elle s'occupera aussi du télégraphe, mais la télégraphie avec fil. En 1835, il y a des Canadiens français, un Américain et un anglophone d'origine du Nouveau-Brunswick qui veulent mettre sur pied une banque canadienne-française. Une banque pour venir en aide aux cultivateurs et aux artisans canadiens-français et faire en quelque sorte opposition ou contrebalancer l'influence de la Banque de Montréal. Cette banque sera connue sous le nom de Banque du Peuple, ce qui montre bien son orientation. Pour elle, les événements de 1837-1838 seront catastrophiques. D'autant plus que des anglophones vont vouloir profiter de la circonstance pour paralyser les opérations de la banque qui leur nuisent. On va faire arrêter le directeur de la banque, Louis-Michel Vigée. Dans le Haut-Canada, les moyens de communication par terre ou par eau se modernisent. On construit des routes, on construit des canaux et on réussit à développer un système d'éducation bien avant que le Bas-Canada puisse le faire. Alors ces gens-là ouvrent des écoles privées et on assiste au début de la révolution industrielle et l'école commence à avoir une autre fonction que la christianisation. L'école commence à avoir une fonction économique. Donc ça devient utile de savoir lire et écrire. Par conséquent, il y a une grande demande d'écoles. Et c'est pourquoi dans les villes, surtout à Montréal, à Québec, on ouvre énormément d'écoles privées. La majorité de ces écoles-là sont anglaises et protestantes. Alors, par conséquent, l'Église éprouve le besoin de contrer cette influence en ouvrant elle aussi des écoles. Et c'est ainsi qu'à Montréal, par exemple, le curé de Montréal ouvre beaucoup d'écoles. On demande aux sœurs de faire l'école aux enfants parce qu'on veut contrer l'influence des protestants. Une grande période de tâtonnement entre, disons, l'année 1800 et les troubles de 37-38. Et après, bon, la demande pour des écoles est très, très grande. Et puis, il faut vraiment mettre quelque chose sur place. Alors, il y a une négociation qui se fait entre les églises, entre l'État. Et finalement, on opte pour un système confessionnel. Et c'est ainsi que c'est l'Église, finalement, qui, sous l'égide de l'État, entreprend le développement du premier système d'école publique, mais payante, à partir de 1841.